Es-tu mon père? La question a flotté dans l'air glacial de novembre, aussi fine et tranchante qu'un éclat de verre. Sous le crachin qu'illustrait le parvis de la Défense, les lumières des tours de verre se brisaient en 1000 reflets froids, comme des diamants sans âme. C'était le royaume d'Arthur Dubois, un monde de béton, d'acier et de chiffres. Mais cette simple phrase, prononcée par une voix d'enfant, venait de faire trembler les fondations de son empire. Ce qu'il était sur le point de découvrir allait détruire tout ce qu'il avait construit, pour peut-être, enfin, lui permettre de se reconstruire. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vérité qui se cache derrière cette rencontre improbable. Ensuite, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à cette histoire. Et si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je compte vraiment sur vous. Chaque soir, le rituel était le même. Arthur Dubois, la cinquantaine impeccable dans un costume taillé sur mesure, quittait son bureau panoramique au sommet de la tour Dubois en fils bâtiment. Il traversait les couloirs silencieux, salué par les hochements de tête respectueux des derniers employés, et descendait dans un ascenseur aussi rapide et silencieux qu'une chute libre. Dehors, son chauffeur l'attendait, portière de la berline ouverte, prêt à le ramener vers son appartement luxueux du 16e arrondissement. Une vie réglée au millimètre, une vie de succès total aux yeux du monde. Pourtant, chaque soir, en s'asseyant sur le cuir souple de la banquette arrière, Arthur ressentait le même vide glacial. Il avait tout hérité. L'entreprise de son père, le nom, la fortune. Il avait épousé la femme qu'il fallait, Hélène, une mondaine élégante dont la principale préoccupation semblait être le prochain gala de charité. Il vivait dans un décor de magazine, mais l'homme qui habitait ce décor était un fantôme. Son regard, souvent perdu dans le défilement des lumières de Paris, trahissait une fatigue que personne ne voyait, une solitude que même sa femme ne soupçonnait plus. Il était hanté par le souvenir d'un choix fait près de 30 ans plus tôt. Un choix qui lui avait offert cet empire, mais qui lui avait coûté son seul et unique amour. Ce soir-là, le crachin était plus insistant, le vent plus mordant. Alors qu'il s'apprêtait à s'engouffrer dans la chaleur protectrice de la voiture, une silhouette s'est détachée de l'ombre d'un pilier. C'était une enfant. Une fillette qui ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Ses vêtements étaient usés jusqu'à la corde, son petit visage était barbouillé de saleté, mais ses grands yeux sombres brillaient d'une lueur vive et intelligente dans la pénombre. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur. Elle s'est approchée de lui, déterminée, et a planté son regard dans le sien. C'est là qu'elle a posé la question. « Es-tu mon père ?» Arthur, habitué aux sollicitations, aux mendiants qui tentèrent leur chance près des grandes entreprises, a eu un mouvement de recul. Son premier réflexe fut de faire un signe à son chauffeur pour qu'il intervienne, de la repousser gentiment avec une phrase polie et un billet. Mais quelque chose dans le ton de la fillette, une absence totale de supplication, une sorte d'évidence tranquille, l'a figé sur place. Et puis, son regard a été attiré par un point de lumière faible sur la poitrine de l'enfant. Au bout d'une simple ficelle, autour de son cou, pendait un bijou en argent, terni par le temps. Il représentait une demi-lune, finement ciselée, avec de délicats motifs gravés à sa surface. Le cœur d'Arthur a cessé de battre. Le temps s'est arrêté. Le bruit de la ville, le murmure de la pluie, tout a disparu. Dans son esprit, il a vu une image d'une clarté foudroyante. Un coffret en bois précieux, caché tout au fond de son immense dressing, sous une pile de pulls en cachemire qu'il ne mettait jamais. Et à l'intérieur de ce coffret, reposant sur un lit de velours noir, se trouvait l'autre moitié de ce bijou. Un soleil et une lune. Un ensemble qu'il avait fait faire par un artisan de Montmartre, presque 30 ans plus tôt. Il avait gardé le soleil et avait offert la lune à Élise, son amour de jeunesse. La femme aux rires éclatants et aux rêves plus grands que le ciel de Paris. La femme qu'il avait abandonnée, sous la pression écrasante de son père, pour épouser un avenir de devoirs, de responsabilités et de regrets infinis. Il n'avait jamais revu Élise. Il ne lui avait jamais pardonné sa propre lâcheté. L'homme qui avait tout, le PDG dont la signature valait des millions, était là, pétrifié sur un trottoir humide, le souffle coupé par une petite fille sale et un pendentif usé. Il a baissé les yeux vers elle. Le visage barbouillé ne pouvait rien cacher. Dans la forme de ses yeux, dans la courbe de sa bouche, il a cru voir un fantôme. Le fantôme d'Élise. La fillette, comme si elle sentait son trouble, a ajouté d'une petite voix « Je m'appelle Léa. Ma maman m'a dit que mon père était un bâtisseur d'étoiles.
Elle m'a dit de vous chercher ici. Un bâtisseur d'étoiles. C'était le surnom qu'Élise lui donnait, à l'époque où il rêvait encore d'être architecte, de construire des choses belles et utiles, pas seulement des tours de bureau rentables. C'était une blague entre eux, un secret murmuré sur les bancs des parcs et dans les petits cafés où ils refaisaient le monde. Un secret que personne d'autre ne pouvait connaître. Le monde d'Arthur, si stable, si prévisible, venait de se fissurer de toutes parts. Et dans cette fissure, la lumière d'un passé qu'il croyait mort et enterré s'engouffrait avec une force dévastatrice. Cet enfant n'était pas une coïncidence. Elle était une promesse brisée qui revenait le hanter. L'homme d'affaires puissant, habitué à contrôler chaque aspect de son existence, n'était plus qu'un homme figé sur un trottoir, dépossédé de toutes ses certitudes par une enfant de 8 ans. Son chauffeur, voyant la scène s'éterniser, fit un pas hors du véhicule. « Monsieur Dubois, tout va bien. » La voix de l'employé brisa le sortilège. Arthur cligna des yeux, comme s'il sortait d'un long rêve. Il voulut parler, poser 1000 questions à cette petite Léa, mais la fillette, peut-être effrayée par son silence intense ou par l'arrivée du chauffeur, eut un mouvement de recul. Ses grands yeux s'emplirent d'une méfiance soudaine. En une fraction de seconde, elle pivota et disparut dans la même obscurité d'où elle était venue, aussi vite et silencieusement qu'une ombre. « Attends !» cria Arthur. Mais il était trop tard. Il n'y avait plus que le bruit de la pluie sur le bitume et les lumières froides de la ville. Il resta là, la main tendue vers le vide, le cœur battant à tout rompre. Il n'avait même pas eu le temps de lui demander où elle vivait, qui s'occupait d'elle, comment allait Élise. Élise. Son nom résonnait dans sa tête comme un écho douloureux. Une porte qu'il avait murée il y a 30 ans et qui venait d'être enfoncée à coups de bélier. Le trajet jusqu'à son appartement fut un supplice silencieux. Il ne voyait pas les rues de Paris. Il ne voyait que le visage de Léa et le pendentif en forme de lune. Une fois chez lui, il ignora le salut distant d'Hélène, absorbé par une conversation téléphonique concernant le plan de table d'un prochain gala. Il monta directement dans sa chambre, se dirigea vers son dressing et, avec des mains tremblantes, fouilla au fond d'une armoire. Il en sortit le petit coffret en bois précieux. Il n'avait pas osé l'ouvrir depuis des années. Le souffle court, il souleva le couvercle. Sur le velours noir, le soleil d'argent était là, terni lui aussi, mais intact. Le complément parfait de la lune. La preuve irréfutable que ce n'était pas un rêve. Cette nuit-là, Arthur ne dormit pas. Il tenait le pendentif dans sa paume, sentant le métal froid contre sa peau, et il fut submergé par une vague de culpabilité si violente qu'elle lui coupa le souffle. Le lendemain matin, au bureau, il était l'ombre de lui-même. Il annula ses réunions, incapable de se concentrer sur les cours de la bourse ou les plans de construction. Il n'y avait qu'une seule personne à qui il pouvait se confier. Bernard Marchand. L'homme qui était là, bien avant lui, le bras droit de son père, celui qu'il avait vu grandir, et qui le conseillait avec une affection presque paternelle. Il convoqua Bernard dans son bureau et, pour la première fois de sa vie, laissa tomber le masque du PDG. Il lui raconta tout. La fillette, la question, le collier, le surnom. Bernard écouta avec une attention sans faille, son visage buriné ne trahissant aucune émotion. Quand Arthur eut fini, un long silence s'installa. Puis, Bernard se leva, fit le tour du bureau et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Arthur. « Arthur, mon garçon, dit-il d'une voix douce et raisonnable. Tu as vécu beaucoup de stress ces derniers temps. C'est une histoire troublante, je le conçois. Mais il faut garder la tête froide. C'est une arnaque. » Arthur secoua la tête. « Non, Bernard, c'était trop réel, le collier. » Bernard l'interrompit, toujours avec cette bienveillance paternelle. Des gens sont prêts à tout pour de l'argent. Quelqu'un a dû faire des recherches sur ton passé, trouver une vieille histoire, et monter ce stratagème. C'est cruel, mais c'est probablement la vérité. Une enfant sale, un bijou. C'est un scénario parfait pour toucher la corde sensible d'un homme comme toi. Oublie ça, Arthur. Pour ton bien, pour le bien de l'entreprise. Imagine le scandale si cette histoire s'ébruitait. Chaque mot de Bernard était logique, prudent, sage. C'était exactement ce qu'un conseiller devait dire. Mais au fond de lui, Arthur sentait une résistance. La logique ne pouvait pas expliquer l'émotion qu'il avait ressentie. Elle ne pouvait pas expliquer la ressemblance dans les yeux de Léa. Il sentait que Bernard se trompait, ou pire, qu'il cherchait à le détourner d'une vérité qu'il ne voulait pas qu'il découvre. Pour la première fois, un doute infime sur la loyauté de son mentor s'insinua en lui. Mais il le chassa aussitôt.
Bernard ne lui voulait que du bien. N'est-ce pas? Contre l'avis de son plus proche conseiller, Arthur prit sa décision. Il n'allait pas oublier. Il allait trouver cet enfant. Sa quête commença là où tout avait basculé, sur ce trottoir froid de la Défense. Il y retourna en plein jour cette fois, se sentant ridicule dans son costume coûteux au milieu des allées et venues des employés. Il interrogea les agents de sécurité, les vendeurs des kiosques, les sans-abri qui avaient leurs habitudes dans le quartier. Personne n'avait remarqué une petite fille seule. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les jours suivants, Arthur déserta son bureau. Il laissa la gestion de l'entreprise à Bernard, prétextant une fatigue soudaine. Et il plongea dans un monde qui n'était pas le sien. Guidé par une intuition désespérée, il se dit que Léa et sa mère ne pouvaient pas vivre dans les beaux quartiers. Il commença à explorer les banlieues de Paris, ces cités dortoirs grises et anonymes que les gens comme lui ne traversaient qu'en voiture, les vitres fermées. Il arpentait les rues, montrait une photo du collier qu'il avait prise avec son téléphone, posait des questions maladroites. Il essuyait des regards méfiants, des haussements d'épaules, des portes qui se fermaient. Il découvrait la misère, la vraie, celle qui n'est pas un concept dans un rapport de gala de charité, mais une réalité crue et quotidienne. Après une semaine de recherches infructueuses, il était sur le point d'abandonner, de se rendre à l'évidence que Bernard avait peut-être raison. Et puis, dans une petite épicerie de quartier à la peinture écaillée, une femme âgée, en voyant la photo du collier, plissa les yeux. Cette lune, je la connais. C'était le bijou d'Élise, une brave femme. Mais elle n'est plus de ce monde, la pauvre. Le cœur d'Arthur s'arrêta une seconde fois. Élise. Morte? La femme lui indiqua un immeuble en briques décrépites, de l'autre côté de la rue. Sa petite Léa, elle vit là. Avec la voisine du dessus, Madame Girard, une vieille dame qui fait ce qu'elle peut. Arthur sentit ses jambes flageoler. Il lui a fallu un effort surhumain pour traverser la rue. Chaque pas était lourd, comme s'il marchait sur le fond d'un océan de regrets. L'immeuble en briques décrépites semblait le juger. Ses fenêtres sales comme des yeux fatigués. L'odeur dans le hall d'entrée était un mélange de poussière, d'humidité et de choux cuits, un parfum de vie modeste et difficile qui lui serra la gorge. C'était à des années-lumière de l'air aseptisé de sa tour de verre. Il monta les escaliers usés, le bois craquant sous ses chaussures italiennes à 1 000 €. Au 3e étage, il frappa à une porte dont la peinture s'écaillait. Une femme âgée, le dos voûté par les années, lui ouvrit. Son visage était un parchemin de rides, mais ses yeux clairs pétillaient encore de vie. C'était Madame Girard. Avant qu'Arthur n'ait pu prononcer un mot, elle hocha la tête, comme si elle l'attendait. « C'est pour la petite, n'est-ce pas? Entrez, entrez. » L'appartement était minuscule, mais impeccablement tenu. Sur un petit canapé usé, assise en tailleur, se trouvait Léa. Elle dessinait sur une feuille de papier avec des crayons de couleur usés. En voyant Arthur, elle se figea, son regard passant de la surprise à une méfiance farouche. Elle serra instinctivement la main sur le pendentif en forme de lune. « Élise est partie il y a 2 ans, commença Madame Girard d'une voix douce, en lui servant un café dans une tasse ébréchée. Une maladie au poumon. Le médecin a dit qu'avec de meilleurs soins, au bon moment. Enfin. Elle laissa la phrase en suspens, mais les mots non dits pesaient une tonne dans la petite pièce. Une maladie qui aurait pu être guérie. La culpabilité frappa Arthur avec la force d'un poing en pleine poitrine. L'argent qu'il dépensait en une seule soirée dans un grand restaurant aurait pu la sauver. Madame Girard continua comme si elle vidait un sac trop lourd pour elle. Elle était si courageuse. Elle a fait tous les petits boulots possibles pour élever sa fille. Elle ne s'est jamais plainte, mais je la voyais, le soir, quand elle pensait que personne ne regardait. Elle regardait par la fenêtre en direction de Paris. Et elle pleurait en silence. Elle vous a aimé jusqu'à son dernier souffle. Puis elle ajouta la phrase qui acheva de briser Arthur. Elle racontait toujours à Léa des histoires sur son père. Un bâtisseur d'étoiles, disait-elle. Un homme bon et brillant qui construisait des tours si hautes qu'elles touchèrent le ciel. Arthur détourna le regard, incapable de soutenir celui de la vieille femme. Il se sentait nu, exposé, le plus grand des imposteurs. Il n'était pas un bâtisseur d'étoiles, il était un lâche qui avait construit sa vie sur les ruines de son propre cœur. Il s'approcha doucement de Léa. « Bonjour Léa, » dit-il, la voix rauque. La fillette ne répondit pas, se contentant de le fixer avec ses yeux intenses, les yeux d'Élise. Il y avait en elle une gravité qui n'appartenait pas à une enfant de son âge. Alors qu'un silence gêné s'installait,
Léa se mit à fredonner distraitement, tout en continuant son dessin. Une mélodie simple, douce et mélancolique. Arthur se figea. C'était une berceuse. Une vieille chanson que sa propre grand-mère lui chantait, et qu'il avait apprise à Élise lors d'une nuit d'été, il y a une éternité, dans un petit bistrot de Montmartre, où ils avaient y gravé leurs initiales sur une table en bois. Le souvenir le submergea. Le rire d'Élise, la chaleur de sa main dans la sienne, la promesse d'un avenir qui n'avait jamais existé. Cette mélodie, transmise comme un secret, était la preuve vivante, vibrante, que ce lien n'avait jamais été totalement rompu. Les jours qui suivirent furent une rééducation. Arthur passait ses journées dans le petit appartement, loin des bilans financiers et des stratégies d'expansion. Il apprivoisait Léa, lentement. Il lui apportait des livres, des crayons neufs, des pâtisseries d'une boulangerie qu'elle regardait avec des yeux ronds. Il écoutait les histoires de Madame Girard sur la vie d'Élise, chaque détail étant un nouveau coup de poignard dans sa conscience. Il apprenait à être un père, maladroitement, en retard de 8 ans. Il découvrait les éclats de rire de sa fille, ses colères soudaines, son intelligence vive. Il découvrait la vie qu'il aurait dû avoir. Mais pendant qu'il tentait de reconstruire ce pont fragile vers son passé, des forces obscures commençaient à s'agiter. Bernard, inquiet du silence et des absences prolongées d'Arthur, devenait nerveux. Il appelait, laissait des messages de plus en plus pressants, parlant de contrats importants, de décisions à prendre. Arthur les ignorait. Il ne savait pas encore que Bernard était bien plus qu'inquiet. Il était terrifié. La première salve arriva 1 semaine plus tard. Arthur était en train d'aider Léa avec un puzzle sur le sol du salon quand on frappa à la porte. Madame Girard alla ouvrir et revint, le visage blême. 2 personnes en costume strict se présentèrent comme étant des services sociaux. Ils parlaient de la situation précaire de l'enfant, de la nécessité d'une évaluation, de la possibilité d'un placement dans un foyer d'accueil plus adapté. Ils étaient de froid, impersonnels, et leurs questions étaient insidieuses, visant à prouver que Madame Girard, malgré toute sa bonne volonté, était trop âgée et trop pauvre pour s'occuper correctement d'une enfant. Arthur sentit une colère froide monter en lui. C'était trop soudain, trop organisé. Ce n'était pas une coïncidence. Il intervint, se présentant, utilisant son nom et son autorité pour les intimider. Les 2 agents, visiblement surpris de trouver un homme comme lui dans cet appartement, battirent en retraite, promettant de revenir avec un dossier plus complet. Quand la porte se referma, Madame Girard s'effondra sur une chaise, tremblante. « Ils veulent me l'enlever », sanglota-t-elle. « C'est tout ce qui me reste d'Élise. » Arthur comprit alors. Ce n'était plus seulement une question de culpabilité et de regret. C'était une guerre. Quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que cet enfant reste avec lui. Quelqu'un cherchait à l'effacer, à la faire disparaître comme sa mère avait disparu 30 ans plus tôt. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait à la fois l'influence, les moyens et la connaissance de son passé pour orchestrer une telle manœuvre. Bernard. Le doute qu'il avait ressenti dans son bureau se transforma en une certitude glaciale. L'homme qu'il considérait comme un second père était en train de manœuvrer dans l'ombre pour lui arracher sa fille. Cette révélation ne le plongea pas dans la panique, mais dans un calme étrange et dangereux. La tristesse et la culpabilité qui l'avaient rongé firent place à une colère froide, pure et tranchante comme une lame de rasoir. Bernard n'avait pas seulement brisé sa vie par le passé, il essayait de la briser à nouveau. Il n'avait pas seulement condamné Élise au silence et à la pauvreté. Il voulait maintenant condamner sa fille à l'oubli d'un foyer d'accueil. Le masque bienveillant de son mentor était tombé, révélant le visage d'un monstre. Arthur savait qu'il ne pouvait pas se battre de front. Bernard était un maître de la manipulation, un homme qui avait passé sa vie dans les coulisses du pouvoir. Il avait des contacts partout, des dettes à réclamer, des secrets à utiliser. Les services sociaux n'étaient qu'un premier avertissement, une démonstration de force. Arthur, le grand PDG, était piégé dans une toile d'araignée tissée par l'homme qui lui avait tout appris. S'il utilisait les canaux officiels, Bernard le noierait sous la procédure, le discréditerait, et Léa serait la première victime de cette guerre. Il devait trouver une autre voie, une faille dans l'armure de Bernard. Pour cela, il devait retourner à la source de tout, au seul endroit où son monde et celui d'Élise avaient existé en parfaite harmonie, loin de l'ombre de la famille Dubois. Un après-midi, laissant Léa sous la garde vigilante de Madame Girard, il prit un taxi pour Montmartre.
Le quartier avait changé, bien sûr, mais certaines rues pavées semblaient figées dans le temps. Il marcha jusqu'à une petite place cachée, devant la façade d'un bistrot dont la devanture en bois était délavée par le temps. Le temps des cerises. C'était fermé. Une pancarte à vendre pendait tristement sur la porte. C'était leur refuge. C'est là qu'ils avaient passé des heures à parler, à rire, à rêver. C'est là qu'un soir, avec la pointe d'un couteau, il avait gravé leurs initiales dans le coin d'une table en bois sombre, A+E, entouré d'un cœur maladroit. Poussé par une impulsion, il fit le tour du bâtiment et trouva une fenêtre mal fermée à l'arrière. Sans hésiter, l'homme en costume à plusieurs milliers d'euros força la fenêtre et se glissa à l'intérieur. L'odeur de poussière et de vin aigre flottait dans l'air. Les chaises étaient empilées sur les tables, des fantômes sous des draps blancs. Guidé par sa seule mémoire, il se dirigea vers le fond de la salle, près de la cheminée. Il souleva un drap. La table était là. Et dans le coin, à peine visible sous la couche de poussière, la gravure. A+E. Il passa son doigt sur les lettres usées. C'était ici, dans ce lieu silencieux, qu'il prit sa véritable décision. Il ne s'agissait plus seulement de réparer le passé. Il s'agissait de se battre pour le seul futur qui comptait. Il se moquait de l'entreprise, de la réputation, de son mariage qui n'était déjà qu'une coquille vide. Il était prêt à tout brûler. Pour Élise, qu'il n'avait pas su protéger. Et pour Léa, qu'il ne laisserait personne lui enlever. Revigoré par cette résolution, il se mit au travail. Il devait trouver des preuves, quelque chose de concret qui lierait Bernard à la disparition d'Élise. Une nuit, il se rendit au siège de l'entreprise. Usant de son autorité, il se fit ouvrir la salle des archives. Un sous-sol immense et froid où dormaient des décennies de l'histoire de Dubois & Fils. Il cherchait quelque chose de précis, les registres financiers de l'année où Élise avait disparu. Il passa des heures à feuilleter de vieux grands livres comptables, l'odeur du papier jauni lui piquant les narines. Et puis, il le trouva. Une ligne, perdue au milieu de milliers d'autres. Un retrait en espèces, une somme colossale pour l'époque. La note de frais indiquait « Règlement litige confidentiel » et elle était signée de la main de Bernard Marchand. C'était la somme, dérisoire selon ses standards actuels, mais énorme à l'époque, que Bernard avait utilisée pour acheter le silence d'Élise. C'était une preuve, mais elle était circonstancielle. Bernard pourrait inventer n'importe quelle histoire pour la justifier. Il lui fallait plus. Il lui fallait la voix d'Élise. Il retourna voir Madame Girard. Il lui expliqua la situation, la menace qui pesait sur Léa, sa conviction que Bernard était derrière tout ça. La vieille femme l'écouta, le visage grave. Puis, elle se leva et alla chercher une boîte en bois usée sur une commode. « Élise m'a confié ça avant de partir, dit-elle, les larmes aux yeux. Elle m'a dit que si un jour un homme venait demander de ses nouvelles en parlant d'un bâtisseur d'étoiles, je devais la lui remettre. C'était une boîte à musique. » Arthur l'ouvrit avec des mains tremblantes. Une petite ballerine se mit à tourner sur elle-même, jouant la mélodie de la berceuse que Léa fredonnait. L'émotion le submergea. Il était sur le point de la refermer quand il remarqua que le fond en velours rouge semblait légèrement surélevé dans un coin. Il glissa un ongle dessous et le souleva. Il y avait un faux fond. Et en dessous, une liasse de lettres, attachée par un ruban de soie décoloré. C'était l'écriture d'Élise. Des lettres adressées à lui, mais jamais envoyées. Il s'assit et se mit à lire. C'était 30 ans de vie, de solitude, d'amour et de douleur, condensés sur du papier fin. Elle y racontait la naissance de Léa, ses premiers pas, ses premiers mots. Elle décrivait sa lutte quotidienne, sa fierté de voir grandir leur fille, si intelligente, si pleine de vie. Et dans la toute première lettre, écrite quelques semaines après sa disparition, elle racontait tout, en détail, les menaces de Bernard. Ses mots exacts. Il m'a dit que tu étais destiné à de grandes choses, et qu'une fille comme moi, enceinte, te détruirait. Il m'a dit que si je t'aimais vraiment, je devais disparaître pour ton bien. Il a mis de l'argent sur la table et m'a fait jurer de ne jamais te recontacter, menaçant de ruiner ta vie et celle de notre enfant si je parlais. Arthur tenait la preuve ultime dans ses mains, la voix d'une femme morte, revenue d'outre-tombe pour accuser son bourreau. Mais il savait que pour utiliser cette preuve, le prix à payer serait immense. Il devrait exposer publiquement les méthodes de l'homme de confiance de sa famille, le pilier de l'entreprise. Le scandale éclabousserait Dubois & Fils,
détruisant la réputation que des générations avaient mis un siècle à bâtir. Son mariage avec Hélène, déjà un mausolée de convenance sociale, ne survivrait pas à l'humiliation. Il devrait choisir entre son empire de béton, hérité et maintenu par devoir, et la vérité fragile d'une petite fille qui dessinait des soleils tordus sur des feuilles de papier. Pendant un instant, le poids de ce choix manqua de l'écraser. 30 ans de sa vie, son identité de PDG, le nom de son père gravé sur la plus haute tour de la défense. Tout cela pesait d'un côté de la balance. De l'autre, il y avait le visage d'Élise tel qu'il vivait dans sa mémoire, le son de la berceuse fredonnée par Léa, et la pile de lettres qui sentaient le papier vieilli et les larmes séchées. La décision, finalement, ne fut pas une décision, ce fut une évidence. Il avait déjà fait le mauvais choix une fois, sacrifiant l'amour pour le devoir. Il ne ferait pas la même erreur 2 fois en sacrifiant la vérité pour la réputation. Il devait à Élise de faire entendre sa voix. Il devait à Léa de lui offrir un avenir bâti sur l'honnêteté, pas sur un mensonge qui avait coûté la vie de sa mère. Il rentra à son appartement du 16e arrondissement ce soir-là comme un étranger. Hélène était là, choisissant une robe pour une soirée. Elle le regarda à peine. « Arthur, tu as l'air terrible. J'espère que tu seras plus présentable pour le dîner des actionnaires vendredi. »« Il n'y aura pas de dîner, Hélène, » dit-il d'une voix calme. « Il y aura une réunion du conseil d'administration. Extraordinaire. » Elle se retourna, enfin attentive, agacée. « Qu'est-ce que tu as encore fait ? Le cours de l'action a légèrement baissé. Ne me dis pas que. » Il la regarda, et pour la première fois, il ne vit pas sa femme, mais une partenaire d'affaires dont le seul investissement était son statut social. « J'ai une fille, Hélène. Elle s'appelle Léa. Elle a 8 ans. » Le silence qui suivit fut plus violent qu'un cri. Le visage d'Hélène se décomposa, passant de l'incompréhension à la fureur, puis à une peur glaciale. La peur non pas de la trahison, mais du scandale. « Tu es fou, » siffla-t-elle. « Tu vas tout détruire, notre nom. »« Je vais détruire un mensonge, » la coupa-t-il. « C'est tout ce que notre nom est devenu. » Ce soir-là, il dormit dans un hôtel. Il se sentait plus chez lui dans cette chambre impersonnelle qu'il ne s'était senti depuis des années dans son luxueux appartement. Le jour de la réunion du conseil arriva. La salle était au dernier étage de la tour, une pièce immense avec une table en acajou longue comme un jour sans pain et une vue panoramique sur tout Paris. Les membres du conseil étaient là, des hommes et des femmes puissants, habitués au jargon des affaires et au bilan trimestriel. L'atmosphère était tendue. Une réunion extraordinaire convoquée sans ordre du jour clair par le PDG était un mauvais présage. Bernard Marchand était au centre de l'attention. Serein, confiant, il présentait un plan d'expansion audacieux pour l'entreprise. La construction d'un nouveau quartier d'affaires à l'étranger, un projet à plusieurs milliards d'euros. Il parlait de croissance, d'héritage, de l'avenir de Dubois en fils. C'était une performance magistrale, l'œuvre d'un homme au sommet de son art et de son pouvoir. Arthur l'écoutait en silence, le cœur battant à un rythme lent et lourd. Il regardait le visage de Bernard, ce visage qu'il avait tant admiré, et il y voyait maintenant les fissures, la cruauté cachée sous le vernis de la bienveillance. Quand Bernard eut terminé sa présentation sous les murmures approbateurs, Arthur se leva. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Merci, Bernard, » dit Arthur, sa voix résonnant dans le silence soudain. « C'est un plan ambitieux. Mais avant de bâtir l'avenir, nous avons une dette envers le passé. » Un frisson parcourut l'assemblée. Bernard foudroya Arthur du regard, un éclair de panique dans les yeux. « Arthur, ce n'est ni le lieu, ni le moment. » « Au contraire, Bernard, c'est précisément le lieu, et le moment est attendu depuis 30 ans. » Sur l'immense écran derrière lui, là où quelques secondes plus tôt s'affichèrent des graphiques de croissance, Arthur projeta une simple image. La photocopie du relevé bancaire ancien, avec la ligne du retrait en espèces et la signature de Bernard. « Il y a 30 ans, » commença Arthur. « Cette somme a été retirée des comptes de l'entreprise pour régler un litige confidentiel. Ce litige, c'était une jeune femme de 20 ans. Elle s'appelait Élise. Elle était enceinte de ma fille. » La salle retint son souffle. Bernard devint livide. « C'est absurde. Une tentative de chantage. Arthur perd la tête. » Mais Arthur ne le regardait plus. Il sortit de sa mallette la liasse de lettres. Ses mains ne tremblaient pas. Bernard pourrait inventer n'importe quelle histoire pour justifier cette ligne comptable.
Mais il ne peut pas contester la voix de sa victime. Et là, devant les piliers du capitalisme français, Arthur commença à lire. Il ne lut pas toute la lettre, juste le passage le plus dévastateur. D'une voix brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à contenir. Il lut les mots d'Élise décrivant les menaces de Bernard, sa peur, sa solitude, et son sacrifice fait par amour pour un homme qu'on lui avait volé. Il lut la description de la naissance de leur fille, seule, dans un petit hôpital de banlieue. Il lut sa promesse de ne jamais cesser de l'aimer. Le silence dans la salle du conseil était total, absolu. Ce n'était plus une question de chiffres ou de stratégie. C'était une question d'humanité. La voix fragile d'Élise, portée par celle de l'homme qu'elle aimait, avait fait voler en éclats les murs de verre de la tour. Quand il eut fini, il posa la lettre sur la table. Personne ne bougeait. Tous les yeux étaient fixés sur Bernard. Le masque était tombé. Le visage paternel et bienveillant avait disparu, remplacé par les traits grimaçants d'un homme cruel, acculé et démasqué. Il n'essaya même pas de nier. Il n'y avait rien à dire. Il avait été vaincu, non par la loi ou par une manœuvre financière, mais par la vérité d'un amour brisé et la force d'un père retrouvant enfin son courage. Le silence qui s'abattit sur la salle du conseil fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Bernard Marchand, l'homme de marbre, semblait s'être brisé de l'intérieur. Il se leva, les épaules voûtées, vieilli de 10 ans en 10 minutes. Sans un mot, sans un regard pour Arthur ou les autres membres du conseil, il ramassa ses affaires d'une main tremblante et quitta la pièce. La porte se referma derrière lui, scellant la fin d'une époque et le début d'une justice attendue depuis trop longtemps. Le dénouement fut rapide et brutal, comme la chute d'un géant. Bernard fut immédiatement renvoyé, et les preuves amassées par Arthur furent suffisantes pour qu'une enquête soit ouverte. L'homme qui avait tiré les ficelles dans l'ombre pendant des décennies allait devoir répondre de ses actes devant la loi. Mais la victoire d'Arthur avait un goût de cendre. Comme il l'avait anticipé, la vague de choc du scandale emporta tout sur son passage. Son mariage avec Hélène se termina par une conversation glaciale dans le bureau d'un avocat, où il ne fut question que de partage des biens et de sauvegarde des apparences. Elle ne lui demanda jamais de nouvelles de Léa. Le monde des affaires, qui l'avait adulé, lui tourna le dos. On le voyait comme un homme instable, un sentimental qui avait sacrifié un empire pour une histoire personnelle. Il perdit le respect de ses pairs, ces hommes qui mesuraient la valeur d'une vie au cours de l'action en bourse. Et c'est au milieu de ces ruines qu'Arthur se sentit, pour la première fois de sa vie, véritablement libre. Quelques semaines plus tard, il convoqua une dernière fois le conseil d'administration. Il n'entra pas en PDG, mais en homme. Il annonça sa démission, effective immédiatement. Puis il fit ce que personne n'attendait. Il annonça la vente de la majorité de ses actions et de son luxueux appartement du 16e arrondissement. L'argent, expliqua-t-il, ne servirait pas à de nouveaux investissements, mais à deux choses. La première fut la création d'un fonds fiduciaire pour garantir l'avenir de Léa, pour lui offrir toutes les chances qu'on avait volées à sa mère. La seconde fut la naissance de la Fondation Élise Dubois, une organisation dédiée à aider les mères célibataires en difficulté, celles que la société ignore, celles qui se battent dans l'ombre comme Élise s'était battue. Le nom de Dubois & Fils ne serait plus seulement gravé sur des tours de béton, mais aussi sur des portes qui offriraient un refuge et un espoir. Arthur quitta ce monde de pouvoir sans un regret. Il acheta une petite maison dans une banlieue verdoyante, une maison avec un jardin, quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Il apprit à jardiner, à cuisiner autre chose que des plats surgelés, à écouter le silence non pas comme un vide, mais comme une musique. Il apprit à être un père. Quelques mois passèrent. Un après-midi de printemps, le soleil inondait un parc de sa lumière dorée. Des enfants riaient en courant après un ballon. Sur un banc, à l'ombre d'un marronnier en fleurs, Arthur et Léa étaient assis côte à côte, partageant une gaufre au sucre. Léa était transformée. Ses joues avaient retrouvé des couleurs. Ses vêtements étaient propres et neufs, mais surtout, ses yeux ne portaient plus cette gravité d'adulte. Elle était redevenue une enfant. Arthur la regarda, le cœur empli d'une émotion si pure qu'elle en était presque douloureuse. Il sortit doucement de sa poche une petite chaîne en argent à laquelle était suspendu le pendentif en forme de soleil. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il doucement. Léa le regarda, intriguée. Avec des gestes délicats, il détacha le fermoir et passa la chaîne autour du cou de sa fille. Il prit le petit soleil et le positionna juste à côté de la demi-lune qu'elle n'avait jamais quittée. Il cliqua le fermoir. Les deux moitiés, séparées par 30 ans de mensonges et de regrets, étaient enfin réunies.
Le soleil et la lune brillaient ensemble sur la poitrine de l'enfant. Léa toucha le bijou complet du bout des doigts. Un sourire timide, puis éclatant, illumina son visage. « Maintenant, dit-elle d'une petite voix claire, ils sont ensemble, comme nous. » Arthur passa un bras autour de ses petites épaules et la serra contre lui. En regardant sa fille, il comprit la vérité la plus profonde de son existence. Il n'avait pas reconstruit un empire, mais une famille. Il avait perdu une fortune, mais il avait gagné un trésor inestimable. La véritable richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce pourquoi on est prêt à tout perdre. Et le véritable héritage n'est pas un nom gravé au sommet d'une tour, mais un lien indestructible entre un père et sa fille, brillant sous le soleil d'un après-midi de printemps. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail et ne manquez aucune de nos prochaines histoires. Je compte vraiment sur vous. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à ce récit? Je lis attentivement toutes vos réponses.